Hyper intéressant ce que tu dis parce que comme tu dis, l'argent c'est tabou. C'est tabou de ouf en France, j'ai l'impression. Si tu veux ouvrir un cabinet, il y a beaucoup de choses auxquelles penser. On peut pas soigner tout le monde. On peut pas réussir à soigner tout le monde, même si on l'espère très fort au départ. Moi, je l'ai espéré, je pense. Et on a un métier, comme tous les soignants, j'imagine, où on va en permanence être dans l'incertitude. Rassurez-vous, notre métier est difficile. Acceptez qu'on soit dans l'incertitude très souvent, tout en sachant ça, dédramatisez la situation et faites de votre mieux. Notre carrière de kiné, c'est une course d'endurance, c'est pas un sprint. Donc en gros, trouvez un équilibre entre épargner, investissez et kiffer la vie aujourd'hui parce que tu sais jamais de quoi la vie est faite. Et si tous tes plans sont dans 15 ans, bah, pendant 15 ans, t'as rien fait et voilà, tu sais pas ce qui peut arriver. Donc vous allez douter face aux patients, mais vous allez douter probablement jusqu'à votre dernier jour de travail. Et si vous doutez plus, ça veut dire que vous êtes peut-être trop confiant. Donc c'est pas bon non plus à mon avis. Je crois que chaque temps du bilan doit servir à quelque chose. Si dans ton examen clinique, tu fais un test et que tu ne sais pas à quoi ce test-là, quelle information ça va te donner, alors ce test est inutile. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Robin, qui est kinésithérapeute du sport et que vous connaissez peut-être sous le nom de Carabéen Physio sur Instagram. Alors dans cet épisode, c'est très simple, on va aborder plein de choses et notamment tout ce qui gravite autour du début de notre carrière en tant que kiné, donc nos craintes, nos doutes, comment y faire face, mais également les meilleurs conseils pour bien débuter notre carrière de kiné et plein d'autres choses encore. Alors tu remarqueras qu'en écoutant le podcast, la qualité de ma voix n'est pas comme d'habitude, c'est simplement à cause du fait que mon micro n'a pas enregistré ma voix durant le podcast. Je m'en suis rendu compte qu'après, une fois qu'on avait terminé le podcast avec Robin, et heureusement quand même dans mon malheur, c'est la webcam avec laquelle je me filme ici qui a enregistré le son. Bon, du coup ça fait un son pas incroyable, mais c'est toujours mieux que rien. J'ai essayé de rattraper le coup un peu en post-production en améliorant un petit peu la qualité audio. C'est un petit peu mieux que ce qui m'avait été livré brut par la webcam, mais c'est pas encore foufou. Et de toute façon, le son sera jamais aussi bien qu'avec un micro professionnel comme j'ai. Mais donc voilà, comme ça tu sais pourquoi, pour cet épisode, malheureusement, la qualité de ma voix n'est peut-être pas au rendez-vous. Je m'en excuse, j'espère quand même que tu prendras un certain plaisir à l'écouter et que ça te dérangera pas trop. Mais comme ça tu sais, c'est pas ton enceinte qui bug. C'est juste mon micro qui a décidé de passer à l'idée. Alors avant de débuter ce podcast, j'aimerais bien t'en dire un petit peu plus sur ce qu'est Full Physio. Parce que Full Physio, c'est pas qu'un podcast, c'est avant tout une plateforme tout en un. Et notre ambition chez Full Physio, elle est très claire, c'est tout simplement de pouvoir te proposer au même endroit non seulement un accès privilégié à l'information scientifique récente pour toujours être à jour des dernières évidences scientifiques qui gravitent autour de la kiné, mais également des outils cliniques pour améliorer, faciliter ta pratique quotidienne au cabinet. Et enfin, une académie qui te permettra de te former en continu auprès d'experts et expertes dans leur domaine. Full Physio, c'est donc 3 piliers pour t'aider dans ta carrière de kiné. En plus, ça rime. Le premier volet, c'est Full Physio Knowledge qui va regrouper des modules EBP, des masterclass, des webinaires, des tests cliniques et même aussi des vidéos de manipulation et de mobilisation articulaire. Le deuxième volet, c'est le volet Care qui va en fait regrouper un tas d'outils cliniques pour te faciliter la vie dans ta pratique quotidienne, que ce soit un outil d'aide à la prescription d'exercices pour tes patients, mais également des fiches d'éducation thérapeutique, etc. Et enfin, le volet Académie, donc Full Physio Academy, qui est une plateforme où tu retrouveras des formations aussi bien en présentiel que en e-learning données par des experts et expertes dans leur domaine. Bon allez, c'est tout pour moi, je te laisse écouter l'épisode, je te dis à très bientôt et surtout, merci pour ta confiance. Et salut Robin, écoute, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Avant qu'on commence cet épisode, comme d'habitude, je t'invite à te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Salut Augustin, merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Alors pour me présenter, donc comme tu as dit, je m'appelle Robin, j'ai 35 ans, je suis diplômé de 2011 de l'IFMK de Fort-de-France en Martinique. J'ai un cabinet de kiné avec ma compagne à Trinité, toujours en Martinique, et je produis du contenu sur Instagram sous le pseudo de Caribbean Physio depuis quelques années maintenant, où j'essaye de m'adresser principalement aux jeunes kinés ou aux étudiants kinés pour leur apporter mes conseils, mon expérience de la façon la plus transparente et bienveillante possible. Ok. Oui, c'est pour ça que que je t'avais proposé de passer ici, et d'ailleurs je te remercie d'être là. Parce que effectivement, je trouve que tu amènes toujours ce côté très pédagogique. Tu es très pédagogue dans la façon dont tu transmets les infos. Et je trouvais le fait que tu t'adresses spécifiquement aux jeunes kinés hyper intéressant, même si aujourd'hui on va parler beaucoup de jeunes kinés, mais je pense que ça peut s'adresser au final à plein de kinés, à tous les kinés qui sont un petit peu au final intéressés par notre beau métier.
Euh, et du coup, je sais que tu simplifies pas mal, ou en tout cas que tu essayes aussi de rassurer les jeunes kinés à propos de la pratique. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je pense que ça va être un podcast un petit peu plus léger. On va peut-être moins parler de sciences brutes, pures et dures, parce qu'on en parle déjà beaucoup ailleurs. Mais voilà. Ici, du coup, j'avais prévu quelques petites questions pour toi. Et la première que j'avais, ce serait, eh bien, j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'évolution de la kiné. Alors, c'est une question qui mériterait, je pense, à elle seule un podcast, parce que c'est très large. Mais concrètement, toi qui bosses depuis 2011, si j'ai pas la mémoire trop courte, C'est ça. euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de la kiné actuellement? Est-ce que elle a changé depuis 2011? Si oui, comment? Et si oui, est-ce que c'est pour toi pour un bien ou est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu préférais avant? Voilà, ça m'intéresse un petit peu que tu abordes ça avec nous. Ben, j'ai l'impression que la kiné a énormément changé depuis mon diplôme en 2011. Mais est-ce qu'elle a vraiment changé ou est-ce que c'est ma vision des choses qui a changé? Je pense que c'est probablement les deux. C'est certain que l'expérience que j'ai pu acquérir là, au fil des années fait que ma vision de la kiné, du travail, des patients a évolué. Et je kiffe beaucoup plus la kiné d'aujourd'hui que la kiné de quand je suis sorti de l'école. Je pense aussi qu'elle a changé, hein, je pense qu'elle a changé, même si des fois, tu sais, quand je vois euh, ce que certains médecins me disent, certaines ordonnances, certains retours des cours à l'IFMK, j'ai l'impression que ça n'a pas tant changé que ça, finalement. Mais en tout cas, dans mon quotidien, moi, ça a clairement changé. Ça a clairement changé. Je pense qu'on est beaucoup plus euh, basé sur les sciences. J'ai l'impression que quand je suis sorti de l'école, beaucoup moins empirique. Et je pense que dans l'intérêt du patient, dans l'épanouissement du kiné, c'est une bonne chose. Ouais. Et, et qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ta pratique si tu comparais ta pratique d'aujourd'hui à celle de 2011? Parce que là, tu disais que voilà, tu préfères au final le métier limite que tu exerces aujourd'hui que ce que tu exerçais en 2011. Hmm. Qu'est-ce que tu préfères justement? J'ai envie de te dire la sérénité que j'ai face aux patients, la confiance que j'ai face aux patients, et finalement cet état d'esprit est très agréable. Tu vois, maintenant quand je reçois un nouveau patient, c'est un kiff parce que je sais que j'adore la première séance, j'adore découvrir le patient, j'adore comprendre sa situation, essayer de découvrir son monde finalement. Et je le fais avec beaucoup plus de facilité que quand je suis sorti de l'école. Et cette facilité que j'ai maintenant, je la trouve hyper agréable. Et je crois que c'est ça que je kiffe le plus. Ouais, ok. Ouais, c'est un peu cette pression un petit peu qui s'est levée aussi qu'on peut avoir quand on commence la kiné. Je pense que peut-être c'est un peu la pression que ressentent même d'autres corps de métier, je suppose, hein, quand tu commences un nouveau ta carrière. Euh, non, c'est clair. Je pense que la kiné, elle a aussi évolué sur plusieurs visions. Tu vois, genre la thérapie manuelle. Je pense que la vision, elle a changé. Bon, moi, je l'exerce que depuis la moitié de toi, Ok, non, même un peu moins. c'est Donc vrai, moi, je suis t'es sorti jeune en comme ça. ah ben, mais moi, je suis sorti en 2019, Ok. donc c'est assez récent. Enfin, à l'échelle d'une carrière, c'est très récent. Mais je trouve que même depuis ma sortie, il y a quand même des choses qui ont changé, notamment, ben, comme je disais, la considération au niveau de la thérapie manuelle. Ouais. J'ai l'impression que on se prend un petit peu moins la tête comparé à avant. J'ai l'impression que avant c'était très technique, la technicité était mise en avant de fou, et maintenant j'ai l'impression qu'on souffle un peu, on se dit ok, c'est peut-être pas ça l'important, c'est peut-être pas la façon dont tu mets tes mains de façon très exacte, mais plutôt euh, ouais, c'est comment le ressent le patient, qu'est-ce qu'il te dit, comment est-ce qu'il te communique les sensations qu'il a quand tu le fais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui a fort changé, de même que même tout ce qui est actif. Bon, on faisait déjà je suis sorti, hein, je ne vais pas faire l'ancien non plus, on faisait déjà beaucoup d'actifs, mais je trouve que ça a pris encore une place plus énorme. Euh, et je pense qu'on va même aller dans l'extrême où on va faire, enfin, il y a peut-être des kinés qui font plus que ça Mm. au détriment de la thérapie manuelle. Et je pense qu'on bascule comme ça d'un extrême à l'autre. On a peut-être fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de manuels avant. Et maintenant, on fait beaucoup, 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 beaucoup d'actifs. Et je pense que l'équilibre se trouve peut-être un petit peu entre les deux aussi. Euh, mais donc ouais, je te rejoins sur le fait que
c'est important quand tu commences ta carrière comme ça, de souffler, et de se rassurer. Et je pense que c'est aussi à ça que sert ton compte, c'est que tu nous rassures en publiant des posts en disant, ben voilà, on n'est que kiné, on n'est pas non plus des super-héros, on n'est pas voué à soigner toute la Terre entière non plus. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a des choses qui étaient mieux avant selon toi ou pas? Ça peut être non. Dans mon quotidien, tu veux dire? Dans mon quotidien Ouais, au cabinet? ouais, ça peut être dans ton quotidien ou dans la kiné en général, vu que tu es quand même pas mal sur les réseaux aussi. Euh, Est-ce qu'il y a des Je- choses où tu te dis, tiens, voilà. Si vraiment, si je dois te trouver un truc qui était mieux avant, euh, à chaud, j'avais envie de répondre non. Il n'y a rien qui était mieux avant, je trouve. Mais Ouais, en y pensant, la seule chose qui peut-être était un petit peu mieux, ça peut être les guéguerres entre kinés qui sont vraiment mises en avant via les réseaux. Ça va très très vite. ouais, Et cet aspect-là peut être dérangeant des fois. Parce que je le vois, des fois je fais des posts, le but c'est pas de diviser, c'est jamais de diviser. Mais certains vont le prendre comme ça. Et ça va partir en clash, ça va partir des fois presque en insulte, en message privé. Et cet aspect-là, bon, c'était cool quand il n'existait pas. ouais. Ouais, parce que tu as créé ton compte quand Instagram, Carabine Pendant, Physio, ça existe depuis quand? pendant le Covid, pendant le Covid, Ok. j'avais trop de temps, trop de temps et pas encore d'enfants. Et il fallait s'occuper un max. Et ouais, pendant le Covid, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de partager des choses. Et ça a commencé là. Ok. Tu t'imaginais un jour avoir, je sais pas, t'as combien là? T'as 30 000 Là, 30 000 j'ai personnes qui te suivent? 35 000 abonnés. Est-ce que je Ok. m'imaginais? Non, clairement pas. En fait, Ouais. j'y réfléchissais pas vraiment. J'avais simplement envie de partager un peu du contenu. Au départ, plus pour les patients, je pense. Et puis finalement, j'ai vu que c'est beaucoup les kinés qui étaient intéressés par ce que je publiais, alors que c'était pas eux que je visais. Et petit à petit, j'ai pris le chemin de m'adresser à eux et après encore plus aux jeunes kinés qui est un public avec qui j'adore échanger. Ok. Ouais. Et au final, comment toi tu gères ce temps entre une vie professionnelle qui est quand même assez remplie et quand même la création de contenu sur les réseaux euh, Mm. et en plus des enfants? Ouais. Je trouve que c'est une question intéressante pour moi aussi parce que moi j'ai pas d'enfants, mais je crée aussi du contenu comme toi sur les réseaux et je trouve ça intéressant savoir un peu comment toi tu gères ça et je Ouais. pense que ça intéressera d'autres aussi. Bah déjà, première chose que j'ai envie de te dire, c'est profite un maximum du temps que tu as maintenant. Parce que là, quand je regarde en arrière, je me dis, mais en fait, j'avais tellement de temps, j'aurais pu créer tellement plus. Mais bon, ça, on se le dit, je pense. Tous mes potes qui ont eu des enfants me disent la même chose. Donc, je pense que c'est le cycle normal. Comment je fais? Ben, je fais au mieux pour essayer de trouver un équilibre entre mon exercice de kiné, la gestion d'un cabinet où on est 8 kinés quand même. Donc il y a pas mal de travail de gestion. Euh, Mes enfants, ma femme. Euh, et pour la création de contenu, en vrai, c'est devenu beaucoup plus compliqué maintenant qu'avant. Et ça va être au courage le soir quand les enfants sont couchés. Allez, pendant 1 heure, on se lance dans de la création de contenu. Donc à la fin d'une journée, ça va être le matin tôt avant que tout le monde soit réveillé. Ça va être sur ma journée off. Ça va être j'ai un patient absent, j'ai 30 minutes devant moi, vas-y, j'essaye de faire un petit quelque chose. Voilà, c'est par-ci par-là. Et c'est un challenge de tout mettre bout à bout, plus mes activités perso, le sport, mes loisirs, etc. J'avoue que les semaines sont denses. Bah ouais, tu m'étonnes. Et Ouais. c'est le cabinet, c'est toi c'est à toi le cabinet ou t'as créé un cabinet avec des collègues, C'est c'est ça. ça? Alors, j'ai Ok. ouvert le cabinet avec Noémie, du coup, Ok. ma compagne qui est aussi sur Instagram, en Ah, 2014. ok. En 2014, on a ouvert le cabinet et voilà. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Ok. Punaise, je suis à un doigt de partir sur l'ouverture d'un cabinet, les challenges et tout, mais on va essayer de garder Bah notre vas-y, ligne hein, directrice. si tu veux, Mais, vas-y, j'ai le temps, comme je t'ai dit, donc on est tranquille. ben, bah, déjà, avant de passer à la suite, c'est vrai que c'est intéressant ça, parce qu'il y a beaucoup de kinés, je pense, qui souhaitent ouvrir un cabinet un jour.
On va pas faire tout le podcast là-dessus, mais j'ai des petites questions Ouais. spontanées qui me viennent. C'est quoi, déjà, est-ce que toi, tu conseillerais d'ouvrir un cabinet? Parce que tu pourrais très bien avoir ouvert un cabinet et te dire, ouah, le ratio entre ce que ça me prend au niveau temps, au niveau peut-être même argent, parce que je Mm. pense que c'est des coûts aussi de tenir ça. Est-ce que à refaire, tu le referais? Est-ce que tu le conseillerais aussi? Voilà, ça c'est déjà ma première question. Ok. Est-ce que je le referais? Oui. 100% oui. Pourquoi? Parce que dans tous les cabinets où j'ai eu la chance d'être remplaçant ou d'être assistant, tu, tu étais toujours forcément un peu influencé par la façon de faire des titulaires et de l'état d'esprit qu'ils voulaient donner au cabinet. Et assez vite, hein, puisqu'on l'a ouvert en 2014, donc 3 ans après notre diplôme, ma compagne et moi, on avait envie de faire à notre façon, entre guillemets, avec notre vision des choses, et ne serait-ce que ça soit dans la décoration, dans le choix du matériel, dans la façon de communiquer, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai rapidement eu envie, d'avoir envie de faire à ma façon et d'être libre par rapport à ça. Donc juste par rapport à cet élément-là, si quelqu'un ressent le besoin de faire à sa façon, soit il trouve un titulaire qui a la même vision des choses que lui, ce qui est possible, hein. Et après il peut s'associer, si cette personne a envie de s'associer. Ou alors la solution ultime, mais qui implique beaucoup de choses derrière, c'est d'ouvrir son cabinet. Ensuite, il y a cabinet et cabinet, parce que si tu ouvres un cabinet pour exercer seul ou avec un associé, c'est pas la même chose que d'ouvrir un cabinet comme moi où tu as 2 titulaires et au final 8 kinés. La gestion n'est pas du tout la même. Ouais, et je suppose que enfin, ça prend du temps aussi, même dans ta semaine globale, cette gestion-là, ou est-ce qu'il y a un moment où tu arrives peut-être à trouver un équilibre et où ça te prend plus tellement de temps parce que tout roule, ou est-ce que ça continue d'être quand même assez chronophage de gérer au final quand même 8 personnes, enfin gérer entre guillemets. Ça prend toujours du temps. Ça prend toujours du temps parce que honnêtement, il y a quasiment pas une semaine sans qu'il y ait un truc à gérer au cabinet. Après, c'est vraiment. Là, on a une super équipe. On a une équipe qui est en place depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est cool. Tu vois, c'était un des trucs qu'on vraiment voulait au départ, réussir à avoir une équipe qui est fixe, où il y a de bonnes relations entre nous, de la confiance. Et là, ça y est, c'est le cas. Ça n'a pas été forcément le cas au tout début. Là, c'est le cas maintenant. Donc, par rapport à cet aspect-là, c'est plus simple à gérer en ce moment. Mais après, tu sais, tu as toujours t'as une clim qui bug, tu as une fuite d'eau là, tu as un évier bouché là, tu as le moteur de la piscine, parce qu'on fait de la balnéo, qui déconne, tu as le tapis qui marche plus. Enfin, voilà, tous les petits trucs de gestion du quotidien qu'il faut prendre le temps de gérer. Et, euh, et j'ai l'impression que tu sais, c'est les séries noires. C'est t'as des semaines ou des mois comme ça où t'as toutes les merdes, pardon Les pour le mot, merdes. toutes les merdes qui s'enchaînent. Et là, tu te dis, oh Ouais, là 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 là, mais vas-y, j'aurais préféré être assistant, clairement. ouais. Et puis le mois d'après, ça se calme, c'est mieux. Donc voilà, c'est par période, j'ai envie de dire. Ok. Donc ouais, en gros, le message c'est lancez-vous si vous en avez la possibilité et les moyens. Si on se retrouve pas forcément dans un cabinet ou autre au niveau de la mentalité, au final, le seul moyen d'avoir vraiment le truc avec 100% qui correspond 100% à sa vision, au final, c'est de ouvrir quelque chose. Mais pas facile, hein, parce que je pense que financièrement, il faut aussi pouvoir mettre de l'argent sur la table, etc. Ouais, Mais bon, ça c'est aussi une autre question, hein, voilà. Après, je me doute qu'en sortant d'école, c'est rare quand même que les gens ouvrent directement quelque chose. Je pense qu'il faut quelques années avant pour un peu tasser le truc et voir vers où on veut aller. Mais ouais, moi, je trouve que c'est un super projet d'ouvrir son cabinet. Je j'ai pas ouvert le mien personnellement parce que c'est très cher sur Bruxelles, honnêtement. ouais. Et puis ouais, c'est très cher et c'est pas évident au niveau logistique et tout. Il y a déjà beaucoup de cabinets. Je sais pas comment c'est en Martinique, parce que rappelons-le, enfin, tu viens de Martinique. Ouais. Euh, et ben, je sais pas comment c'est au niveau de la démographie, mais ici sur Bruxelles, t'as 3 kinés par rue, quoi. Et au niveau des centres, c'est presque la même chose. Ouais. S'établir, c'est vraiment compliqué. Bah, tu sais qu'il y a eu la nouvelle carte de zonage là, qui est sortie en France il n'y a pas longtemps.
Et je Tu peux me rappeler reprends. ce que c'est parce que Le, j'avoue que je maîtrise pas trop ça. le zonage, c'est en fait, bah, justement, Ouais. c'est le calcul de densité de kinés par nombre Ah oui. d'habitants. Et en fait, en fonction de ça, tu as des zones, des communes où tu ne peux pas t'installer à moins de reprendre le poste de quelqu'un. Ah C'est-à-dire ouais. on veut plus que tu t'installes. Et si tu veux t'installer dans cette zone-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parte et tu reprends sa place. Donc ça, c'est les zones surdotées. Et à Ok. l'inverse, tu as des zones sous-dotées où l'État a vraiment envie que tu ailles t'installer. Et du coup, pour t'inciter à y aller, ils sont prêts à alors, je connais plus exactement les, euh, les termes, mais en gros, ils sont prêts à t'aider financièrement, fiscalement même peut-être, Ok. pour lutter contre les déserts médicaux. En Martinique, jusqu'à présent, on était en zone intermédiaire. Donc ça veut dire que tu peux t'installer où tu veux, tu es tranquille par rapport à ça. Malgré tout, en fonction des communes, tu as des zones où il y a plus de kinés par habitant. Et moi, dans la commune où je suis, donc à Trinité, il me semble que c'est la commune où il y avait le plus de kinés par habitant. Et malgré ça, j'ai l'impression que tous les cabinets des consoeurs et confrères, on est tous un peu débordés avec liste d'attente et tout. Donc Ah pour ouais. l'instant, Ok. on est, on se gêne pas, entre guillemets. Ok. Donc, bah c'est cool parce que tu vois, je pense que si tu ouvres un cabinet dans un désert médical, c'est moins représentatif pour peut-être les gens qui sont en capitale et qui se disent, ben, comme moi, ben, moi, si j'ouvre, est-ce que j'aurai de la patientèle? Ouais. Ça n'a pas été trop compliqué alors de construire ta patientèle au niveau du centre alors. Mais ça, c'est une crainte aussi, hein. Tu vois, les gens Non, se disent, bon, si j'ouvre et que j'ai personne, bien sûr. compliqué. Après, je crois bon, si tu veux ouvrir un cabinet, il y a beaucoup de choses auxquelles penser. L'emplacement est important. Là, par expérience, je vois qu'une autre chose qui est importante, c'est le parking. Alors, je le dis parce que, voilà, pour les jeunes kinés qui vont écouter, le parking me semble hyper important. Simplement, les patients sont en souffrance, qui des fois ont des difficultés à se déplacer, ont du mal à conduire. Si en plus de ça, c'est la galère juste pour se garer, pour arriver chez toi, ça peut les freiner et ils iront dans un cabinet où c'est beaucoup plus simple. Donc, l'emplacement, le parking. Et après, je crois que c'est le relationnel que tu vas avoir avec tes patients, être capable de bien les accueillir, de les écouter, et de leur prodiguer des soins de qualité, bien communiquer avec les médecins. Et petit à petit, bah, le bouche à oreille, les recommandations des patients qui ont déjà été soignés, des médecins, fait que ça peut faire effet boule de neige et petit à petit, ton cabinet peut avoir, entre guillemets, une réputation, avoir de la patientèle en permanence. Et je pense que nous, on a fait les bons choix sur l'emplacement, sur le parking. Avec Noémie, on a essayé de faire de notre mieux au départ et je crois que bon, ça a bien marché. Trop bien. Écoute, c'est trop bien, c'est chouette d'entendre ça aussi parce que ça donne de l'espoir. Tu vois, les personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être ouvrir un cabinet, ça montre que voilà, c'est possible, c'est pas d'office un gouffre financier ou des choses Non, comme ça. Et je me doute que, bon, je sais que c'est toujours un peu tabou au niveau la finance en France et en Belgique, mais je me doute que financièrement, euh, il doit y aussi avoir un avantage à ouvrir son propre cabinet comparé à être, enfin, vous dites alors, comment en France? Pas de titulaire, non, c'est assistant ou quoi? Enfin, ouais, quand tu es dans un cabinet. assistant au Ah, collaborateur. ok, ouais. Ouais. Voilà. Donc, Ben, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que comme tu dis, euh, l'argent c'est tabou. C'est tabou de ouf en France, j'ai l'impression. Et moi j'essaye de sortir de ça parce que j'ai pas envie que l'argent soit tabou et surtout, je pense que comme beaucoup de jeunes, alors là tu vois, je me mets dans les jeunes, mais en vrai, je suis peut-être plus si jeune que ça. Je suis dans le oui, déni. si. Euh, je, j'ai envie de bien gagner ma vie. Tu vois, j'ai envie de bien travailler, j'ai envie de bien gagner ma vie, j'ai envie de kiffer la vie, voilà, j'ai envie de tout ça. Et donc pour revenir sur ce que tu disais, enfin, les titulaires, il y a forcément l'aspect financier qui rentre en jeu et que tu gagnes mieux que les assistants. Mhm. J'ai l'impression que ça, c'est un sujet vraiment, ça peut faire polémique à fond. Ah, Il y a souvent quelque chose qui ressort par rapport à ça, c'est que, en France en tout cas, hein, quand tu es titulaire et que tu as des assistants, donc les assistants te reversent chaque mois une redevance, donc c'est-à-dire un pourcentage de leur chiffre d'affaires qui a été négocié au départ. Cette redevance-là devrait servir uniquement à couvrir les frais de fonctionnement du cabinet. Ok? ça, Donc ça veut ouais, dire en ok. gros, euh,
dis n'importe quoi, tu as des frais de fonctionnement de cabinet qui coûtent 5 000 € par mois. Les redevances que tu touches devraient t'aider uniquement à couvrir ces 5 000 € là, mais pas à les dépasser. Parce que si Ok. tu les dépasses, certains disent que voilà, que tu exploites. Un businessman. Ouais, t'es un businessman, voilà, pour faire simple. Euh, c'est pas vraiment ma vision des choses. Pourquoi? Et j'assume ce que je dis, c'est que honnêtement, quand tu es titulaire de cabinet, tu as plus de responsabilités que quand tu es assistant. Et tout le travail de gestion de l'ombre, parce que c'est quelque chose que tu fais dont souvent les assistants n'ont même pas conscience. Et la charge mentale que tu as au quotidien, c'est-à-dire que tu pars en vacances, il y a un truc qui merde au cabinet, c'est toi qui coupes tes vacances pour aller le gérer. J'estime que toutes ces responsabilités-là méritent un retour. Et voilà, dans ma conception des choses, c'est normal qu'un titulaire gagne un peu mieux ou mieux sa vie qu'un assistant, à, cha- à charge de travail égale, hein. Ouais. Bah, moi, enfin, je parle alors que enfin, des gens pourront dire oui, mais toi, tu n'as pas de cabinet, donc tu n'es pas en droit de donner ton avis sur ça. Mais je vais quand même le faire parce que c'est mon podcast, bordel. Euh, Honnêtement, moi, je suis hyper d'accord avec toi et je peux dire que t'as- enfin, ça représente une grosse charge et comme tu dis, en fait, pour moi, tant que les collaborateurs avec toi sont bien, que le lieu de travail est sain, qu'il y a de l'équipement, parce qu'il y a aussi pour moi la mise à disposition. Bon, c'est ça, c'est compris aussi nous on appelle ça une rétrocession, je sais pas, Ouais, euh, c'est compris dans ça aussi, mais s'il y a un plateau technique, etc. Moi, c'est totalement ok En fait, moi, limite, parce que moi, je suis dans un cabinet où on fonctionne comme ça. Donc, chaque mois, je donne 30% de ce ok. que je gagne. Euh, mais jamais je me suis dit, oh, t'as abusé. Parce qu'en fait, les collègues sont incroyables. Le plateau technique est génial. Euh, Enfin bref, il y a vraiment cette ambiance-là. Le centre apporte des patients aussi que j'aurais pas tout seul comme ça. Je suis pas non plus, enfin je suis pas une star, hein, donc Mm. je veux dire les patients, ils viennent aussi pour le centre, pour la localisation. Si j'étais tout seul dans mon petit buis avec un espalier, je pense pas que les patients viendraient spécialement plus, tu vois. Donc moi je trouve que c'est totalement ok. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, tant que tu fais ce qu'il faut en tant que titulaire, ben c'est totalement ok. Et en fait, je trouve que les collaborateurs n'ont pas à commencer à se dire, tiens, oui, mais attends, combien il se met dans les poches, etc. Chacun a un peu son truc, et pour moi, il faut avoir une plus-value, sinon, alors bah, autant rester assistant. Enfin, tu vois, si tu gagnes la même chose, Ouais, mais après, tu as bah, dit quelque chose de très juste que je n'ai pas dit, mais ouais, je ne l'ai pas dit parce que pour moi, ça me paraît normal. C'est que on part du principe que le titulaire fait de son mieux pour offrir un environnement de travail qui est optimal, qui est agréable pour les collègues, mais aussi pour les patients. C'est sûr que on pense à un titulaire qui laisse son cabinet un peu à l'abandon, en gros, qui gère mal son cabinet, bon là, je peux comprendre que les assistants seraient un petit peu embêtés, que il gagne mieux sa vie que l'assistant qui fait de son mieux pour soigner les patients. Donc là, oui, c'était implicite. Je l'ai pas dit, mais tu as bien fait de le relever à mon avis. bah oui, et puis, non, je trouve que vraiment, et aussi, ça dépend des prestations que tu proposes dans ton cabinet, tu vois. Par exemple, si c'est un petit cabinet, comme je l'ai dit, j'ai rien contre les cabinets avec juste un espalier, mais s'il y a juste un Mm. espalier, une table, 10 mètres carrés, une pièce, euh, c'est peut-être plus compliqué de demander 30% de rétrocession. Ouais. Là où si tu as vraiment un espace technique avec des machines, des machins et tout ça, ben pour moi, c'est déjà beaucoup plus justifié de demander 30%. Après, chacun voit midi à sa porte. Et comme tu dis, c'est un sujet qui peut faire vraiment débat parce que d'office que des personnes ne seront pas d'accord avec ce qu'on dit ici. Encore une fois, je leur dis, pour les gens qui nous écoutent, Robin et moi, on prétend pas avoir la science infuse à ce niveau-là, ni être totalement, spécialement d'office dans le juste comparé aux autres avis qui pourraient émerger. Mais voilà, c'est en tout cas notre vision des choses sur ça, Oh, et bien je sûr. pense que pour le coup, elle est commune. Donc, Ouais. ok, ben, je propose que on fasse un petit revirement à 90 degrés et qu'on Allez. repasse sur tout ce qui est plutôt tips pour les jeunes kinés, etc.
même si le sujet du CAB est vraiment hyper intéressant, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ok, J'ai dit les tips pour les jeunes kinés d'ailleurs, c'est pas par ouais. hasard, parce que je sais que tu as sorti un e-learning que j'ai eu l'occasion de parcourir, pas en entier, mais en partie. Et donc tu as sorti ça, je pense 2 ans, non, 1 an et demi. J'ai l'impression que ça fait Euh, 1 an ou deux Ça ans. doit faire un peu plus d'un an, ouais. Un peu Ok, plus d'un an. un peu plus d'1 an, qui est un e-learning hyper bien construit, qui, tu le décriras peut-être mieux que moi, mais de ce que moi j'en garde, c'est voilà plein d'astuces pour à tous les niveaux, sur plein de domaines pour les kinés qui débutent, en le bilan, etc. Enfin bref, j'ai pas toutes les thématiques en tête. Je trouve que l'idée est vraiment super super bonne. Et du coup, ça m'a amené à te poser une petite question, c'est-à-dire quel serait au final, toi qui as fait cet e-learning, les 3 meilleurs conseils que tu aimerais te donner si tu avais l'occasion de voir le Robin 2011 qui sort, qui va exercer demain son premier jour au cabinet. Si tu pouvais te parler, voilà, qu'est-ce que ce seraient les 3 meilleurs conseils? Ouais. Alors juste avant de te donner les 3 conseils, juste pour que ceux qui nous écoutent comprennent vraiment l'idée de ce e-learning, en fait, je reçois très très souvent des étudiants de l'IFMK de Martinique et souvent des K3 ou des K4. Et à chaque fois que je reçois un stagiaire, mon but, c'est vraiment de lui donner le plus possible. À chaque fois que j'annonce ça en début de stage, je lui dis, j'aimerais qu'à la fin de ton stage, je sois suffisamment en confiance pour que tu puisses me remplacer. En gros, c'est ça, le défi que je me donne à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect soins, relation avec le patient et gestion du CAB et des relations avec les confrères. Mais aussi, à chaque fois, je cherche à leur donner des astuces finalement sur tout ce qui est autour du soin, c'est-à-dire la vie que tu dois mener en tant que kiné, avec l'aspect gestion de son argent, avec l'aspect gestion de l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, etc., pour leur faire gagner du temps finalement, leur faire gagner du temps par rapport à tout le temps que moi j'estime, enfin j'ai pas perdu du temps, mais si j'avais pu aller encore plus vite quand je suis sorti de l'école, j'aurais trouvé ça cool. Voilà. Et je me suis dit, bah, à chaque fois que j'ai un stagiaire, je fais cet effort-là. À chaque fois, j'ai des retours ultra positifs. Je me dis, mais en vrai, autant en faire quelque chose de tout ça et de créer un e-learning voilà, que les jeunes kinés ou les étudiants kinés pourront parcourir. Donc voilà d'où est parti le concept. Et à partir de là, j'ai essayé de vraiment donner tous les tips. Voilà, c'est vraiment ça. Dans tous les domaines de la vie d'un kiné pour leur apporter mon expérience. Voilà, voilà le point de départ du truc. Maintenant, pour répondre à ta question sur quels seraient les 3 conseils que je donnerais au Robin qui vient de sortir de l'école, très difficile de donner 3 conseils, mais les premiers qui vont me venir en tête, le premier, ça serait d'essayer d'avoir le meilleur enrobage, pardon, le meilleur enrobage de soins possible. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand on reçoit un patient, on va faire un bilan, on va lui donner des conseils, on va lui faire faire des mouvements souvent. Et ça, c'est vraiment le cœur d'action. Mais je trouve que ce qui est important, c'est tout ce qui va être autour de ça. La communication que tu vas avoir par rapport aux conseils, aux exercices que tu vas donner, ton non-verbal, la relation thérapeutique que tu vas créer avec ce patient-là. Euh, et voilà, dans ma vision des choses, c'est vraiment tout ce qui enrobe un peu ton traitement. Et je le vois un peu comme un médicament en fait. Tu vois, tu as le cœur de ton médicament qui est avec les effets spécifiques. Et tu as tout l'enrobage avec les effets non spécifiques, les effets contextuels. Et je leur dirais, voilà, peut-être que sur le cœur du médicament, vous n'êtes pas encore au top, c'est normal. Mais par contre, sur l'enrobage, vous pouvez déjà faire de votre mieux. Et plus l'enrobage il va être agréable, plus le médicament il va être efficace, et plus vos patients vont être satisfaits, et ça va être un cercle vertueux. Voilà, donc voilà le premier conseil que je donnerais en mode, rassure-toi, tu es peut-être pas encore au top sur les effets spécifiques, mais sur tout le reste, tu peux déjà être excellent. Ok, c'est une bonne Voilà. image, l'enrobage. Je, Ouais. je note, je note. Voilà comment Ok. mais c'est vraiment comme ça que je l'imagine, et c'est comme ça que je l'explique souvent aux étudiants qui sont avec moi. Ensuite, je leur dirais que on peut pas soigner tout le monde, on peut pas réussir à soigner tout le monde, même si on l'espère très fort au départ. Moi, je l'espérais, je pense. On peut pas soigner tout le monde, il faut l'accepter. Et on a un métier, comme tous les soignants, j'imagine, où on va en permanence être dans l'incertitude. Parce Ouais. que
On reçoit des gens qui sont complexes, qui vivent une situation complexe, avec des attentes particulières, avec des croyances particulières. Nous-mêmes, on a nos attentes, nos croyances, nos biais. Tout ça fait que tu as deux entités euh, très mobiles face à face qui doivent trouver un lien pour que ça fonctionne. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc je leur dirais, voilà, pareil, rassurez-vous, notre métier est difficile. Acceptez qu'on soit dans l'incertitude très souvent. Et tout en sachant ça, dédramatisez la situation et faites de votre mieux. Voilà. Et ce que je leur dirais aussi, c'est que même maintenant, à 15 ans d'expérience, je suis encore dans l'incertitude. Et j'ai la chance de rencontrer des kinés qui sont encore plus expérimentés que moi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui me disent je suis également dans l'incertitude. Donc c'est très rassurant, je trouve. Et donc je leur dirais voilà, keep cool, on est dans l'incertitude, mais c'est comme ça. Ok. Ouais. Voilà. Ouais. Et troisième conseil, je leur dirais prenez votre temps. Et prenez votre temps, notamment pour le premier rendez-vous avec le patient, pour le bilan. Parce que plus les années passent, plus j'ai l'impression que ce premier rendez-vous, cette première séance, elle est cruciale pour la suite. Et mon retour d'expérience, c'est que moi, je prends le temps pour cette première séance. J'adore prendre 1 heure. Et je trouve que les patients à qui j'ai pris le temps d'écouter, de faire mon examen clinique, de répondre aux questions, de résumer la situation, d'expliquer ma vision des choses pour la suite du traitement, j'ai l'impression que rien que ça, déjà, mon alliance thérapeutique, elle est construite déjà à 90% à chaque fois. Donc Ouais. voilà, prenez le temps sur Et- cette première séance, vous allez construire le socle de votre relation et ça sera pareil, ça sera que du positif. bah, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Ça tourne beaucoup autour du lâcher prise, un petit peu autour de la pression qu'on se met. Et au final, prendre le temps, ça va un petit peu dans le même écosystème, hein, de se dire, OK, oser prendre le temps. Après, des kinés pourraient nous dire, et c'est ce que même moi, je pourrais me dire aussi, je fais aussi comme toi, où souvent je prends 1 heure. Mais au niveau de la facturation, est-ce que à ce moment-là, tu comptes 2 séances pour le patient? Ou parce qu'il y a des kinés, pour en avoir discuté, ils me disaient, mais oui, mais alors, comment on fait? Parce qu'on prend 1 heure, c'est bien, mais est-ce qu'on facture une fois le patient? Ou est-ce qu'on le facture double? Mais du coup, ça fait quand même mal. Le patient, du coup, enfin, tu vois un peu où je veux en venir. Comment est-ce que toi, tu t'organises, si c'est pas indiscret, à ce niveau-là avec le patient? Ouais, c'est la remarque hein, qui revient le plus souvent hein. Quand j'en parle, Ouais, cool, tu prends 1 heure, génial, mais bon, financièrement, c'est c'est ça. pas rentable, entre guillemets. Ouais, Moi, je facture une séance. Je facture une séance parce que, pour plusieurs raisons, j'accepte d'être moins rentable sur cette première séance. Et parce que mon but n'est pas d'être rentable. Mon but, c'est de créer une alliance thérapeutique forte. Et je vais te rajouter deux autres conseils juste après. J'en ai donné trois, mais je vais en rajouter deux. incroyable. 2 bonus. Ouais, deux bonus. Exactement. En fait, si tu veux, j'ai dit tout à l'heure que j'ai envie de bien gagner ma vie. Et pour cet aspect-là, j'ai compris que c'est pas la kiné qui va forcément m'aider le plus. Donc j'accepte de gagner moins là et de faire des investissements ailleurs pour mieux gagner ma vie. Donc voilà. Donc, après, je sais qu'il y a certains confrères qui vont faire payer un supplément aux patients lors de la première séance. Et pour tout te dire, il y a quelques années, je faisais un dépassement pour toutes les séances, mais j'ai arrêté parce que niveau légalité, j'étais pas certain que ça soit parfait. Donc j'ai arrêté. Et en fait, je m'étais dit que j'allais me former sur cet aspect-là pour faire tout ce qui est hors conventionnement et savoir vraiment comment l'appliquer. Parce que normalement, tu dois faire des devis, tu dois faire signer aux patients. Bon, bref, je me suis pas formé encore, donc je ne le fais pas. Donc voilà, j'accepte d'être moins rentable sur cette première séance pour répondre. Voilà. Après, en France, tu sais, quand tu fais un bilan, tu pointes la séance et en fait, Ouais. tu rajoutes une cotation bilan. Donc en fait, ta première séance avec un patient, c'est comme si tu faisais deux séances. C'est comme Ah ça. oui, c'est à ce point-là en fait. Ok. Ta première séance Enfin, vaut la plus majoration. d'argent que toutes les séances de suivi. Ok. Ben, c'est un peu comme ça aussi à Bruxelles, enfin à Bruxelles, en Belgique, pardon, où mais nous c'est 7 euros en plus. Tu 7? vois, c'est un code 7. Ah Donc ouais, c'est ouais. un code d'ouverture de dossier. Ah, vous êtes Donc perdant. ouais. Donc moi je compte en fait ce truc-là, mais même chose, je fais généralement 1 heure, parce que dans l'agenda, bloquer 45 minutes, c'est bizarre.
Donc, je mets 1 heure et je demande le code de dossier, mais que tout le monde demande. Ok. Mais j'avoue, je suis un peu comme toi. À un moment, je me disais, est-ce que je compte une double séance et du coup, le patient sera doublement remboursé parce que je mets que c'est des séances sur des jours différents. Enfin bref, un peu des petites magouilles. Oui. Ouais, des Euh, magouilles, voilà. ouais, mais après, finalement, j'avoue que enfin, ouais, j'ai pas encore sauté le pas et je pense pas que je le passerai parce que comme tu dis, tu disais d'ailleurs que la première séance c'était quelque chose que tu adorais. Ben, franchement, c'est pareil. Au début, c'était quelque chose que je redoutais de fou, la première séance. J'avais vraiment peur. La veille, je dormais pas super bien quand j'avais un nouveau patient. On me disait, oh, quel test je vais faire? Je voulais absolument savoir la pathologie du patient à Mm. l'avance pour pouvoir aller voir mes tests et Pareil. tout, tu vois, et vraiment préparer et tout. Et en fait, je dis souvent à ma femme, ben en fait, maintenant, si je pouvais faire presque pas que ça, mais une Ah, majorité de premières séances, c'est vraiment ce que je préfère. vas-y, on se rejoint à 2000%. Moi, j'aimerais faire Tu quasiment que vois? des bilans, Ouais. mais pas possible. Je sais pas, enfin, je sais pas comment l'organiser. C'est un peu compliqué. Ouais. Et puis en fait, on parle, c'est pour aussi rebondir sur la première thématique qu'on avait abordée sur ce changement au niveau de la kiné. Je pense qu'aujourd'hui, on nous accorde beaucoup plus de crédit en ce qui concerne le diagnostic et le bilan. Ouais, Comparé à avant, où on était des exécuteurs de prescriptions. c'est On nous vrai. disait, tu vas masser, tu vas mettre un TENS, tu vas faire un peu d'exercice. Maintenant, je pense que la relation avec les médecins, et ça, je trouve que c'est chouette, elle évolue dans le bon sens où il y a moins cette hiérarchisation. On commence à voir un peu ben, qu'en fait, c'est pas parce que tu n'es pas médecin que tu n'as pas les capacités cognitives, si tu t'y es formé, évidemment, donc tout ce qui est Mm. triage, etc., à éventuellement poser, oui, un diagnostic, même si nos diagnostics sont un peu différents de ceux des médecins, parfois, parce qu'on a soit des visions différentes, soit le diagnostic kiné peut être plus fonctionnel, le diagnostic médecin, ce sera parfois plus au niveau de la structure, il va faire une écho, une machin. Nous, on n'a pas d'écho, donc voilà. Et encore, je pense qu'il y a des kinés qui se forment même Ouais. examen échographique. Mais bref, tout ça pour dire, je pense que ça aussi, c'est un aspect qui a changé et je trouve ça assez chouette. Mais du coup, il va falloir que les choses changent en IFMK, je vais y arriver. Je pense parce que se former en triage, etc., pour moi, c'est toujours au niveau de cette première séance au final, hein. Ouais. C'est vraiment hyper important. Là, je te rejoins à 100% hein, sur ce que tu as dit par rapport à la considération des médecins envers nous. Ouais, je te rejoins à 100%. Et moi, j'ai la chance de travailler avec un réseau de médecins maintenant qui, je sais, me fait confiance à 100%. Et c'est tellement agréable. Tellement agréable. Ouais. Et je sais pas ce que tu en penses, toi aussi. Enfin, là, c'est pas super français. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais par exemple, je suis de plus en plus dans un mood où ben, une première séance, parfois, tu n'as pas le temps de faire tout ce que tu avais envie de faire, parce que parfois, ça m'arrive de devoir faire des premières séances, même en 30 minutes, parce que le patient s'est mis dans un trou dans l'agenda et il peut pas Mm. bouger, enfin bref. Et ben, en fait, il m'arrive de plus en plus souvent d'étaler un peu mon bilan sur plusieurs séances, tout en proposant déjà des trucs aux patients en parallèle. Et par exemple, je sais pas moi, on parle, un truc qui me vient, tester la force, avec un dynamomètre manuel, par exemple, ben, c'est chronophage. Tu fais ça, si tu fais Mm. ça en première séance, parfois tu pourrais presque passer 80% de ta séance à le faire. Ben, parfois, ça m'arrive de me dire, OK, je teste ces groupes musculaires-là, 2, 3, et puis après, je testerai la suite en séance 2, et en parallèle, on fera déjà des exercices, on fera déjà Ouais. des trucs. Je sais pas, toi, si ça t'arrive aussi voilà, de relâcher un peu la soupape et de se dire, ben, voilà, on fera le reste s'il y a des trucs qui me viennent en séance 2 ou 3. Bien sûr, ouais, ça m'arrive aussi des fois. En fait, il y a deux situations qui m'arrivent. Il y a des fois, je finis un bilan beaucoup plus vite que prévu et je me retrouve avec 20 minutes en trop. Et ces 20 minutes-là, soit ben, je vais déjà proposer des mouvements aux patients, on va les faire ensemble et ils repartent tout de suite avec une prescription d'exo. Bon, là, ça, c'est vraiment quand tout se passe magnifiquement bien. Mais aussi des fois où ben, l'entretien clinique a duré une demi-heure. L'examen clinique, il est hyper complet, donc finalement, ça te prend enfin, beaucoup de temps. Et dans mon examen clinique, souvent, je fais un examen des mouvements répétés, c'est Mackenzie. Ça peut prendre beaucoup de temps parce que tu dois prendre tes marqueurs, faire les mouvements répétés, réévaluer tes marqueurs, faire ta progression de force, etc. Et souvent, là, ça arrive que j'ai pas le temps de finir. Donc là, j'explique aux patients, euh, voilà, on n'a pas vraiment fini le bilan aujourd'hui. Ce qu'on a fait là aujourd'hui, c'était hyper utile. Mais on va continuer la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions? Je réponds aux questions, etc. Et je crois que
Même quand ça arrive, le patient, il est pas, c'est totalement OK pour lui. Parce qu'il a vu que tu as pris le temps pour lui et il voit que tu fais de ton mieux. Et je crois que quand en face de toi, tu as un soignant qui fait de son mieux, c'est déjà rassurant. Et, euh, et c'est déjà satisfaisant. Donc, ouais, carrément. Ça m'arrive de faire ça. Ou alors, des fois, tu vois, pour rebondir sur les mouvements répétés, il reste pas beaucoup de temps dans le bilan. On commence l'examen des mouvements répétés. On en essaye un, mais bon, ça donne rien. Donc, je leur dis, allez-y, vous allez faire ça pendant 48 heures. Et en fait, c'est un test, hein. Et 48 heures plus tard, ils reviennent. Et finalement, on poursuit le bilan avec l'info de 48 heures de mouvements répétés. Ah oui, oui, c'est ça. Donc c'est une poursuite, un continuum un peu que tu fais, quoi. Ouais, Ok. Ouais, mais c'est intéressant et parfois, voilà, quand je dis que je fais des bilans parfois en 30 minutes, ce qui m'est déjà arrivé, et ça m'arrive encore maintenant, mais il suffit que tu parles un peu avec le patient, ce qui est quand même hyper important. En fait, tu arrives et il te reste 5 minutes dans ta séance, tu te rends compte t'as pas encore bougé de la chaise ouais, ouais. et que tu vois, tu te dis, mais merde, je vais pas dire à mon patient, bah écoutez, voilà, parce que le patient, je pense qu'en première séance, il s'attend à être un petit peu touché, à être que tu poses tes mains un petit peu dessus pour X ou Y croyance, mais et donc il y a cette attente-là, je pense, chez beaucoup de patients, je dis pas chez tous, mais chez beaucoup, et parfois je trouve que tu es un peu dans ce rush-là où tu te dis, zut, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il reste 5 minutes, si je le mets sur la table pour 3 minutes, c'est compliqué, et à la fois, est-ce que j'aurais pas tendance à lui poser encore deux, trois questions utiles? Ouais. Et ça, je trouve que c'est pas évident à gérer quand tu es un peu dans le rush parce que les kinés qui nous écoutent nous diront peut-être, ouais, vous êtes drôle, vous dites 1 heure par séance, mais moi, en fait, dans mon cabinet, j'ai pas le choix, ça, c'est 30 minutes, je peux pas organiser ça comme je veux. Et donc, à ce moment-là, c'est Ouais. chaud. Enfin, pour moi, certains bilans en 30 minutes, c'est chaud. Ouais, ben, ça m'arrive aussi, hein, de faire des bilans en 30 minutes quand j'ai un emploi du temps qui est blindé, j'ai un trou de 30 minutes. Tu sais, t'as 15 personnes sur liste d'attente. Plutôt que de laisser le trou, bah, tu prends quelqu'un en 30 minutes, ça sera toujours mieux que rien. Et, Ouais, euh, et en fait, ce que je fais, moi, c'est que bon, on a une prise de rendez-vous au téléphone. Tu vois, c'est pas, j'ai pas d'agenda en ligne, donc c'est-à-dire que j'ai forcément un contact avec le patient avant même qu'il vienne. Et ce que je fais, c'est que je le préviens au téléphone que sa première séance sera dédiée à un bilan. Comme ça, il s'attend pas dès la première séance à vraiment commencer le soin. Je lui explique, on fera un bilan pour essayer de comprendre au mieux votre situation. Et à la fin de ça, je pourrais déjà commencer à vous donner des conseils et des recommandations. Donc quand les patients ils arrivent finalement, je pense qu'ils savent déjà à quoi s'attendre. Donc depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins enfin ça m'arrive plus en vrai, hein. Des patients qui arrivent, mais je me souviens ça m'était déjà arrivé avant, des patients qui arrivent, rentrent dans la salle, je m'allonge sur le ventre ou sur le dos, alors que t'as pas encore dit quoi que ce soit. ouais. Bon là, Ah je me ouais. souviens que quand j'ai un patient qui arrivait comme ça, c'était en mode cauchemar. Oh là là là, ça y est, c'est Ah, parti. c'est Ça va compliqué. être compliqué à gérer. Mais ça ne m'arrive plus, hein, Mhm. tout simplement. Ouais. Ah, mais c'est pas mal en fait de passer. C'est un peu plus chronophage, mais de passer par l'appel téléphonique pour déjà un petit peu Ouais, ouais. poser le Ouais, terrain, quoi. faut pas que mes collègues écoutent trop le podcast parce que je pense qu'ils vont, ils vont, certes, enfin, ils aimeraient bien qu'on ait une secrétaire à temps plein, ce que je comprends. On a une secrétaire qui vient, mais elle n'est pas là tout le temps là. Et, Ouais. euh, et c'est sûr que ça serait top qu'il y ait une secrétaire qui puisse faire tout ce travail-là. Après, ça a un coût. C'est un coût que pour l'instant, j'ai pas envie de payer. Faudra, Mais, faudra augmenter les rétrocessions, mais ouais, c'est- mais je trouve que c'est bien, hein, mine de Mhm. rien, d'appeler le patient et comme ça, quand il arrive, on a déjà échangé ensemble et Ouais, finalement, il arrive en sachant où il met les pieds. ouais. Je sais pas toi, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça fait partie vraiment des gros moments de gêne. T'arrives et en partant de ton cabinet enfin, ça dépend comment ton cabinet est organisé, mais moi, il y a quoi? Il y a 1 minute de marche, le temps de faire tout le couloir et d'arriver dans la salle d'attente. Et ça m'est déjà arrivé d'oublier le nom du patient Ouais, que je venais chercher. Et alors, je ok. suis là et je me rends compte qu'au moment où je vois, il y a tous les yeux qui se portent un peu sur toi, tu Mm. fais, Monsieur. Et ça, franchement, maintenant, je regarde 3 fois à chaque fois, mais parfois, tu sais, il suffit que tu parles à quelqu'un, tu oublies et tu te rends pas compte que tu as oublié. Ouais, Et ça, je trouve que je pense à ça parce que je me dis, en ayant le contact avant, moi, je contacte toujours sur WhatsApp. Ça permet quand même d'intégrer un peu plus le nom que si c'est juste un nom qui a été mis dans l'agenda. ouais. C'est un petit peu plus facile. Ouais, c'est cocasse. Bon, là, Ouais. moi, ça m'arrive moins parce que ma salle d'attente est juste à côté de mon bureau. Donc, tu sais, je dis Ah, ouais. toujours un bonjour général et après, je check le nom du patient avant d'aller le chercher. Donc, ça peut pas m'arriver en vrai. Ah,
Ah, punaise, la chance. Ah, non, moi, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Je m'en souviens encore. Bah écoute, ici, je propose qu'on continue un petit peu à naviguer dans tous ces sujets. Euh, Attends, et je te j'aimerais en rajoute revenir. juste les 2 Ouais, conseils. dis-moi. Ah oui, 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 J'allais les te deux donner 2 conseils, conseils. c'est vrai, c'est le Je pense package. Vas-y. avant qu'on continue. Et il serait de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus qu'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, ça facilite le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ta progression, c'est parfois vachement galère et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà, voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.